Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue tech de la semaine. Cette semaine, au programme, une IA qui continue de bousculer les marchés boursiers, 3000 milliards de dollars que personne ne voit, la publicité qui débarque dans ChatGPT, l'État français qui apprend l'ampleur de ses propres fuites par les pirates, le plus gros jeu vidéo de la décennie qui fuite et un algorithme qui lit une tumeur. Installez-vous, on déroule. On commence par les marchés parce que les géants de la technologie émettent tellement de dettes pour financer leurs centres de données qu'ils se retrouvent désormais en concurrence directe avec les États sur le marché obligataire. Résultat, ils participent à la hausse générale des taux sur ces marchés. Les géants de la tech font littéralement la queue derrière le trésor américain pour capter exactement les mêmes dollars. L'argent qui finançait la dette souveraine finance maintenant des cartes graphiques. Et donc, l'intelligence artificielle fait monter des taux parce qu'elle emprunte comme un État. Et les taux qui montent tuent les valorisations de l'intelligence artificielle. Le serpent ne se mord pas la queue, il se la mange et il demande un supplément. Et il y a un chiffre qui vaut mieux que tous les commentaires. Selon le dernier sondage des gérants de fonds, 59% d'entre eux couvrent désormais leurs risques liés à l'intelligence artificielle. C'est 2 fois plus qu'en juillet, en 6 semaines. Personne ne le dit à voix haute, tout le monde continue de sourire à la télévision. Mais dans les carnets d'ordre, on met discrètement les gilets de sauvetage, en espérant que le voisin ne remarque rien. Sauf que ce que je viens de vous décrire, ce n'est encore que la partie visible, parce qu'une analyse du Wall Street Journal avance un chiffre qu'on entend rarement. 9 grandes entreprises technologiques auraient environ 3000 milliards de dollars d'engagement liés à l'intelligence artificielle qui n'apparaissent pas comme de la dette classique à leur bilan. Des baux de centres de données sur plusieurs années, des accords d'achat de puces, des montages de financement. Et 3000 milliards d'engagements, à la fin, ça exige une demande suffisante pour les justifier. Et c'est très exactement là que le bât blesse. OpenAI a publié ces chiffres. 6,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 18% par rapport au trimestre précédent, et 12,3 milliards de pertes opérationnelles. Pour chaque dollar encaissé, 2 dollars brûlés. Le jour même, AMD et Intel perdaient 4% chacun. Alors soyons justes. OpenAI n'est pas coté, ces chiffres ne relèvent d'aucune obligation de publication auditée et perdre de l'argent en phase d'investissement n'a rien d'anormal. Amazon en a perdu pendant des années. Mais tout l'édifice, les milliards d'investissements dans les centres de données, les puces, les carnets de commandes dont on nous rebat les oreilles, reposent sur une hypothèse, que cette société-là paiera un jour ses factures. Toujours chez OpenAI, le 17 août, la société confirme la fin de son offre gratuite sans publicité en France. 7 jours plus tard, sa régie publicitaire ouvre aux annonceurs dans une trentaine de marchés européens. Et l'argument commercial est brillant, il faut le reconnaître. Personne ne vient sur ChatGPT pour faire défiler du contenu. On y vient avec une question précise. Le responsable de la publicité oppose donc l'économie de l'attention à ce qu'il appelle l'économie de l'intelligence, où les marques doivent être utiles au moment exact où l'utilisateur s'apprête à agir. Alors réfléchissez une seconde. Sur un réseau social, la publicité interrompt. Elle est mal placée par construction, vous êtes là pour autre chose. Sur un assistant, elle arrive juste avant le geste, dans un échange où vous avez déjà expliqué ce que vous cherchez, pourquoi et parfois pour quel budget. Pendant 20 ans, on a vendu notre attention. On commence à vendre notre intention. Et l'intention, ça vaut beaucoup plus cher. Le chiffre qui va avec, donné par OpenAI, 20% des conversations afficheraient une intention commerciale explicite. Une conversation sur 5. L'entreprise promet que les publicités seront séparées des réponses et que les annonceurs n'auront pas accès aux échanges. Mais posons la vraie question, celle que personne ne pose. Sur un moteur de recherche, on a mis 20 ans à apprendre à repérer un lien sponsorisé. Dans un texte en langage naturel, présenté comme un conseil,
Est-ce qu'on fera la différence entre ce que la machine nous conseille et ce que quelqu'un a payé pour nous montrer? Et puisqu'on parle de ce que les machines savent de nous, il y a une séquence, cette semaine, que personne n'a vue parce qu'elle s'étale sur 9 jours et 3 entreprises. Le 13 août, OpenAI lance une fonction qui, je cite l'entreprise, permet à ChatGPT d'apprendre de tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Les clics, la frappe au clavier, les changements d'application. Pas de capture d'écran, pas d'audio, la fonction est désactivée par défaut et demande des autorisations. Mais elle observe comment vous travaillez, repère ce que vous répétez et propose de l'automatiser. Et elle est réservée aux abonnements professionnels. Autrement dit, ce n'est pas un gadget pour particuliers, c'est un outil que l'employeur peut déployer. Alors la question devient, à qui appartient cette automatisation ? Ce qui protège un professionnel, c'est en partie ce qu'il sait faire et qui n'est écrit nulle part. Un outil qui observe, formalise et automatise, ce n'est plus seulement un assistant. Et au bureau, optionnel ne veut pas dire la même chose qu'à la maison. Le 19 août, Apple oublie une vidéo promotionnelle dans une version de test de son système. On y voit un homme portant des AirPods et tenant un livre devant lui. Et une voix dit « Avec Visual Intelligence, votre monde peut être sauvegardé ». Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Demandez-moi simplement de le conserver pour plus tard. Des AirPods avec des caméras. Voilà ce que cette vidéo promotionnelle laisse apparaître, confirmant les rumeurs de ces derniers mois. Et le 22 août, on apprend que le Meta a déposé des brevets pour des lunettes capables de reconnaître les personnes présentes dans une pièce et de produire un résumé vidéo de votre journée. Rappelons qu'un brevet n'est pas un produit, et il faut le dire. Mais comme le formulait très bien un observateur cette semaine, ça veut dire qu'ils y ont pensé et qu'ils ne veulent pas se faire prendre l'idée. Ce que vous faites, ce que vous voyez, qui vous voyez. 9 jours, 3 entreprises, 3 surfaces. Et 2 de ces 3 annonces ont fuité plutôt que d'être annoncées. Détail qui compte, Apple envisagerait un témoin lumineux signalant que les caméras des AirPods sont actives, comme sur les lunettes connectées. Le consentement d'autrui serait donc délégué à une petite lumière qu'il faudra apprendre à repérer sur l'oreille de son interlocuteur. Changement complet de terrain. Parlons de la France, parce que la semaine a été rude. 3 fuites de données à la Direction générale des finances publiques, 2 intrusions distinctes dans le système d'information entre fin juin et fin juillet, et une 3e sur le portail des successions vacantes. Et je vais être précis sur les chiffres parce qu'ils ont changé 4 fois en 10 jours. Le groupe de pirates revendique 678 438 lignes de données. Le bilan officiel, donné en conférence de presse le 18 août, parle d'environ 350 000 particuliers et 250 000 comptes professionnels. Et la presse avait d'abord annoncé 2 millions. 3 chiffres, 3 unités, 3 moments. Voilà où on en est. Ce qui a fuité. Nom, date et lieu de naissance, adresse, téléphone, revenu fiscal de référence, quotient familial, taux de prélèvement à la source. Ce qui n'a pas fuité, et c'est important, les comptes en ligne sur le site des impôts n'ont pas été compromis. Et le mode opératoire mérite d'être raconté. Il n'y a pas eu de faille technique. Les pirates ont utilisé les identifiants d'un agent et d'un tiers habilité. Voilà. Et dans le plan gouvernemental annoncé figure cette phrase. Nous allons généraliser la double authentification. Ce qui laisse entendre, sans le dire, qu'elle ne l'était pas. Le groupe de pirates nommé Zero Bytes s'exprime publiquement sur les réseaux sociaux. Et à propos d'un autre piratage, celui de l'éducation nationale, il a écrit ceci. « Vous m'aviez détecté, mais vous ne m'avez pas coupé. Je suis donc resté infiltré sous vos yeux. » L'éducation nationale, justement. Le groupe revendique 346 millions de lignes. Le ministère, lui, avait annoncé dès le 31 juillet avoir été victime d'une intrusion sans donner aucun chiffre. Il aura fallu 3 semaines et le communiqué du pirate pour que l'ampleur soit connue. Et ça, c'est le motif de la semaine. Ce n'est pas l'institution qui informe le public, c'est celui qui a volé les données. Le calendrier de la transparence est fixé par les pirates. Alors une information de service, parce que c'est la rentrée et que c'est ce qui vous sera le plus utile. De faux courriels imitant l'alerte officielle circulent déjà. 2 règles. 1. L'administration fiscale ne vous demandera jamais votre mot de passe, ni votre carte bancaire, ni par mail,
ni par SMS. 2. Si un message, même parfaitement imité, vous conduit vers une page où il faut vous connecter ou payer, c'est une arnaque. En cas de doute, vous tapez vous-même l'adresse dans votre navigateur. Vous ne cliquez pas. Et la même règle vaut pour tout message se présentant comme venant de l'école dans les prochaines semaines. Si vous hésitez, vous appelez l'établissement. Restons sur le vol de données, mais changeons complètement d'ambiance. GTA 6. Depuis le 18 août, un compte diffuse des extraits de jeux volés du titre le plus attendu de la décennie. Et l'affaire est fascinante, parce qu'elle est tout sauf ce qu'elle prétend être. L'auteur de la fuite publie un manifeste. Il se dit militant, affirme se battre pour les droits des joueurs et réclame 2 choses. Que Rockstar sorte une véritable édition physique avec un disque dans la boîte et que l'entreprise s'engage à ne pas abandonner les jeux solo. 2 revendications largement partagées et plébiscitées dans la communauté des joueurs sur les réseaux sociaux. Sauf que, une enquête menée par la communauté a chiffré l'opération. Le pirate, ou le groupe derrière lui, aurait investi environ 29 000 $ au départ et déjà récupéré entre 40 et 60 000 $, uniquement grâce aux frais de transaction liés à sa crypto-monnaie. Environ 4 400 $ par jour. Et samedi, il annonce que si la capitalisation de son jeton de crypto atteint 3 millions, il diffusera un nouvel extrait. Résultat, la capitalisation du jeton passe de 1,2 à 2,1 millions de $ en quelques heures. Le rythme des fuites n'est pas dicté par la négociation, il est dicté par le cours du marché. Et il a ouvert une section contact pour vendre des espaces publicitaires dans ses prochaines vidéos volées. Le prix d'entrée en discussion dépasse les 100 000 $. Ces conditions autorisent explicitement les jeux d'argent et le contenu adulte, mais, je cite, interdisent les arnaques. Voilà, quelqu'un qui diffuse illégalement du contenu volé et qui pose une limite éthique. Et le plus parlant, c'est la réaction de ceux qui défendent la même cause. L'association Stop Killing Games, qui se bat depuis des années pour qu'un jeu acheté ne devienne pas injouable lorsque l'éditeur ferme ses serveurs, ce qui rejoint précisément la seconde revendication de l'auteur de la fuite, s'est publiquement désolidarisé. Ce n'est pas la bonne manière de faire avancer la cause. La cause est légitime, le procédé ne l'est pas. Et ce sont des gens du milieu qui le disent, pas un éditeur. Et la réponse de l'éditeur, elle, mérite qu'on s'y attarde. Take-Two a obtenu de juges new-yorkais des assignations visant Microsoft et Discord. Mais lisez bien ce qui est demandé. Ce n'est pas seulement l'identité de l'auteur de la fuite, ce sont les données de tous les comptes ayant communiqué avec certains serveurs Discord depuis le 1er juin. Adresse IP, numéro de téléphone, identifiant d'appareil, compte Google et Xbox liés, télémétrie et même le contenu de leurs espaces de stockage en ligne. L'immense majorité de ces gens n'a rien fait d'autre que rejoindre un salon de discussion sur un jeu vidéo. Ils ne seront pas prévenus, ils ne pourront pas s'y opposer. C'est un filet, pas un harpon. Et Microsoft n'a pas contesté. Le directeur technique de Xbox a annoncé publiquement sa coopération avant même l'échéance. Une dernière chose sur ce dossier, et elle est sociale. Après les fuites de 2022, Rockstar avait supprimé le télétravail et rappelé ses développeurs au bureau 5 jours par semaine, explicitement pour prévenir les fuites. La fuite a eu lieu quand même. Les équipes se disent frustrées et épuisées, et la direction ignore toujours d'où vient la brèche. Quand on ne trouve pas le maillon faible, on resserre tout le monde. Ça coûte à ceux qui n'y étaient pour rien, et ça n'a rien empêché. Ah, et une précision de méthode. En 2022, l'auteur de la première grande fuite était un adolescent de 17 ans au Royaume-Uni qui avait procédé à un simple hameçonnage par courriel. Le même procédé que dans le piratage de la Direction générale des finances publiques. 2 affaires, 2 continents, 2 mondes, la même porte d'entrée. On continue de parler des pirates comme de virtuoses. Dans 2 des plus grosses affaires de la semaine, quelqu'un a simplement demandé un mot de passe, poliment, par mail. Et pendant que l'auteur de la fuite réclame le retour du disque physique, le marché, lui, l'enterre. Les chiffres américains sont tombés. 85 millions de $ de jeux vidéo physiques vendus en juillet. Le plus bas niveau depuis le début des relevés, en 1995. Une chute d'environ 87% depuis le pic de 2008. Sauf que regardez le raisonnement.
Sony annonce qu'il arrête le disque en 2028. La distribution se contracte, les rayons se vident, un mouvement de boycott démarre. Puis on constate que le physique s'effondre et on en conclut que Sony avait raison. Le raisonnement se mord la queue. Et un lecteur le résumait très bien. Par définition, un consommateur ne peut acheter que ce qui est vendu et exposé. Enfin, le titre parle d'un basculement vers le numérique, mais l'article ne donne aucun chiffre sur le numérique. Et il en donne un autre. Les ventes de consoles ont chuté de 39% en volume. Le marché ne bascule peut-être pas, il se contracte. Un mot sur les robots, parce que le contraste de la semaine est saisissant. Le fabricant chinois Unitree est entré en bourse à Shanghai. L'introduction a été sursouscrite 8000 fois. Le titre s'est envolé le premier jour. Capitalisation à la clôture, 51 milliards de dollars pour 235 millions de chiffre d'affaires, 200 fois les ventes. Le lendemain matin, le titre perdait 16%. Le premier jour, c'est le futur. Le deuxième, c'est la réalité qui frappe à la porte. Et la conclusion de Wall Street, je vous jure que je n'invente rien. C'est une bonne nouvelle pour Tesla. Le raisonnement est imparable. Si un Chinois qui vend pour 235 millions vaut 51 milliards, alors le robot de Tesla, qui ne vend absolument rien, vaut forcément quelque chose. Résultat, les valorisations du pôle robotique de Tesla vont de 40 à 640 milliards de dollars selon les maisons. Un écart d'un facteur 16. Sur la même entreprise, avec les mêmes chiffres, avec les mêmes tableurs. Mettez ça en regard d'un autre chiffre. Tesla s'apprête à mettre en circulation à Austin son Cybercab, un véhicule sans volant ni pédale. Ces robotaxis revendiquent environ 610 000 km parcourus sans conducteur. Waymo en revendique plus de 350 millions. Un rapport d'1 à 574. Et c'est celui qui a le moins d'expérience qui supprime le volant. Techniquement, d'ailleurs, le Cybercab n'apporte rien de neuf. Même matériel, même logiciel que les voitures autonomes existantes. Sa seule vraie nouveauté, c'est qu'on ne peut plus reprendre la main. Ce n'est pas une avancée, c'est le retrait d'un filet de sécurité. Et un détail mérite d'être souligné. Il a fallu que les services de secours d'Austin soient formés à intervenir sur ces véhicules, et notamment à les déplacer. Ainsi, on a appris aux pompiers à déplacer une voiture qui n'a pas de volant. Un dernier sujet. Coup de théâtre en France. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 1er de la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le cœur du texte. 2 motifs. Les risques pour les mineurs ne seraient pas suffisamment établis et, pour filtrer les jeunes, il faudrait contrôler tout le monde. Et il faut être très précis ici, parce que la formule circule et qu'elle est mal comprise. Le Conseil constitutionnel ne dit pas que les réseaux sociaux sont inoffensifs. Ce n'est pas son office. Il contrôle la proportionnalité d'une atteinte aux libertés au regard d'un objectif. Dire que le risque n'est pas établi signifie que le législateur ne l'a pas démontré avec suffisamment de force pour justifier une mesure aussi lourde. C'est un contrôle du travail parlementaire, pas un verdict scientifique. Et le second motif est probablement le plus solide. Pour vérifier l'âge de quelques-uns, il faudrait identifier tout le monde. C'est une objection sérieuse et elle mérite d'être entendue. Au même moment, à San Francisco, 29 États américains poursuivent Meta en soutenant que l'entreprise a délibérément étudié la psychologie des adolescents afin d'augmenter le temps passé sur ses applications et qu'elle a ainsi mené une stratégie visant délibérément à créer de l'addiction chez les jeunes. Le procès durera 6 à 8 semaines. Et je voudrais finir sur une bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, et qu'elle est immense. Les laboratoires Moderna et Merck ont annoncé le premier essai de phase 3 réussi de l'histoire pour un vaccin thérapeutique contre le mélanome. Plus de 1100 patients, objectif principal atteint, objectif secondaire atteint. Et le mécanisme, c'est notre sujet. On prélève un fragment de la tumeur. On analyse son profil génétique. Un algorithme identifie les mutations les plus facilement repérables par le système immunitaire. Et on fabrique un vaccin unique pour une seule personne en 6 semaines. Alors les mots comptent. Ce n'est pas un vaccin contre le cancer. C'est un vaccin thérapeutique contre la récidive d'un cancer précis chez des patients déjà traités. Ce n'est pas préventif.
Et les démarches d'autorisation n'ont même pas commencé. Cette semaine, un algorithme a lu une tumeur et permis de fabriquer un médicament pour une seule personne. Et c'est la meilleure réponse possible à la question « À quoi sert l'intelligence artificielle ?» Voilà pour cette revue de la tech. On se reparle la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.